Vous étiez à Aix il y a quelques années et vous revenez. Vous étiez à Aix il y a 2 ans et vous revenez pour votre 11e livre, Madeleine avant l'aube, aux éditions Lattès, qui a reçu un magnifique prix et un deuxième, le prix Goncourt des lycéens ainsi que le prix Goncourt des détenus. Et on va plonger avec vous dans cette fable, en quelque sorte, dans la fable que vous offrez au lecteur. Comment est-ce que vous définiriez ce livre? Est-ce un conte, finalement, un conte onirique par lequel vous invitez le lecteur à faire un voyage dans le temps? On peut dire ça. En tout cas, je suis moi-même suffisamment inspirée, imbibée des contes pour que ça y ressemble. On a une forêt, on a une héroïne, on a un ogre, on a tout ce qu'il faut. Donc ça ressemble à un conte au sens où ça n'a pas de date, ça n'a pas de lieu précis, parce que finalement l'histoire que ça raconte et les leçons éventuellement qu'on en tire sont plus importantes que de savoir où c'est et quand c'est. Donc de ce point de vue-là, moi ça ne peut que me faire très plaisir que vous parliez de contes ou de fables, puisque c'est mon univers complètement. Alors justement, c'est un interlaps en quelque sorte. C'est une façon suspendue de narrer une histoire dans un lieu qui semble absolument surréaliste. On est sur les rives d'un fleuve que vous appelez le fleuve Basilique, dans un petit hameau. Est-ce que vous pouvez faire entrer le lecteur dans ce huis clos? On est donc de l'autre côté d'un fleuve qui n'a pas de pont, qui a eu un pont un jour, mais que les habitants n'ont pas souhaité sans doute reconstruire. Donc on est dans un monde du bout du monde. Et on arrive d'abord dans un village qui s'appelle La Foix. Et un peu à l'écart de ce village, parce que le chemin monte, on arrive au hameau qui s'appelle Les Montées. Ce hameau, il y a 3 fermes qui sont habitées, la première par la vieille Rose, qui est un peu la guérisseuse du village, et un peu plus haut par 2 jumelles, Ambre et Alice, qui étaient tellement fusionnelles qu'une fois mariées, elles n'ont jamais voulu se quitter. Et donc, elles ont emménagé dans 2 maisons avec leur mari, 2 maisons que seule la cour sépare et qui leur paraît déjà trop loin et trop grande. Voilà, l'une vit avec son mari et ses 3 fils, et l'autre n'a pas pu avoir d'enfants. Et on est dans cette espèce d'univers immobile je pense que c'est pour ça que vous parlez de conte aussi, c'est-à-dire que ça pourrait commencer par « Il était une fois » et s'arrêter là, parce que ce sont ces mondes qui n'ont pas bougé depuis des centaines ou des milliers d'années, des mondes de paysans, des mondes de travailleurs de la terre, avec forcément des maîtres. Et puis, autre chose, puisqu'il faut bien qu'à un moment, les univers immobiles commencent à bouger, mais ça, c'est la suite de l'histoire. Et c'est l'arrivée d'une enfant, une petite sauvageonne, on pourrait dire, une fille des forêts, que vous appelez une enfant de faim, et qui va venir troubler ce huis clos autour duquel la seule ritournelle est celui du travail et des jours, pourrait-on dire. Oui, en fait, si vous voulez, un univers immobile dans un roman, c'est bien, mais s'il est immobile de la première page à la page 300, c'est peu. Donc il faut que ça bouge. Et après, c'est le choix de l'auteur, je pense. Pour que quelque chose d'aussi figé bouge, on a le choix. Soit ça vient de l'intérieur, soit ça vient de dehors. Et historiquement, on sait, ça peut venir de l'intérieur pour une raison qui croise celle de Madeleine. Je vais donner un exemple. On est dans un roman des grands froids et des grandes famines qui ne sont pas datés, qui sont historiquement réels, dont je me suis inspirée. Tous ces moments-là ont provoqué des émeutes, des petites émeutes pendant toute l'histoire, et ces émeutes sont parties de l'intérieur. Elles sont parties essentiellement des femmes,
puisque les femmes voyaient leurs enfants mourir de faim dans leurs bras, et que c'est ça qui, à l'origine, fait qu'on passe par-dessus la soumission historique, on passe par-dessus la peur pour sa vie, puisque dès qu'on proteste, on met sa vie dans la balance. Voilà, ça part de l'intérieur. Et pour Madeleine, moi j'ai pris l'autre option, c'est-à-dire comment est-ce que cet univers qui me ressemble à un bloc de glace, tellement c'est figé, comment le faire bouger si ce n'est en amenant un personnage qui, du bout du doigt, va pouvoir essayer de gratter un peu cette glace jusqu'à la faire fondre petit à petit. Donc j'ai choisi l'idée du corps étranger. Et Madeleine, quand vous dites une enfant de faim, c'est effectivement une expression que j'ai utilisée qui n'est pas consacrée. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas des historiens et pourtant elle correspond à quelque chose de réel, puisque dans ces grandes périodes de famine, les familles ont fini par jeter les enfants dehors, soit qu'on veuille s'en débarrasser, soit que simplement les parents voient que comme tout le monde est en train de mourir de faim, on leur donne une dernière chance en les jetant dehors et en leur demandant d'aller plus loin, chercher une ferme, chercher un village, chercher ailleurs, où peut-être il reste un morceau de pain. Et dans les faits, les historiens vous expliquent que la plupart de ces enfants sont morts sur les chemins, mais un certain nombre a survécu, justement, grâce à ces fermes ailleurs, où, loin d'être un pont d'or, on devient ouvrier agricole, autant dire que à l'époque supposée de Madeleine, on devient esclave. On est dans le servage le plus complet, mais on est vivant. Et voilà, et Madeleine sert à ça. Et justement, les solidarités se réarticulent autour de cet enfant qui vient aussi troubler l'ordre social dans la suite du roman. Et oui, c'est à ça que ça va servir. L'idée, c'est que je ne voudrais pas raconter tout le roman ici. Alors, donc, je vais éluder. Je vais faire comme les hommes politiques. Je vais parler d'autre chose en faisant semblant de répondre à la question. Mais, mais oui, allez, disons. Pour rebondir sur ce que je viens d'expliquer, Madeleine, cette petite fille qui vient donc de nulle part, enfin d'on ne sait où, elle représente justement la méconnaissance des règles. Et je me suis dit qu'elle était intéressante de ce point de vue-là. Du coup, l'idée de ne pas choisir une révolte qui vienne de dedans, mais de dehors, c'était la méconnaissance des codes. C'est-à-dire que la soumission n'est pas inscrite en elle et la peur, notamment, n'est pas inscrite en elle. Et c'est ça qui contribue à garder les systèmes tels qu'ils existent, à ne jamais rien changer, à ne jamais troubler l'ordre établi. Il faut bien imaginer que dans un ordre établi, les dominants n'ont jamais intérêt à ce que ça change, puisque c'est là qu'ils dominent. Et j'ai cherché, qu'est-ce qu'on met historiquement en place pour maintenir ces systèmes-là ? En fait, on l'a expliqué bien avant moi là, parce que je ne fais que le balayer, mais la peur, avant tout. C'est la peur qui maintient les systèmes. Si je réfléchis bien, je me dis qu'on parle de quelque chose qui a eu lieu peut-être il y a 300 ans, mais peut-être aussi il y a 1000 ans. Et il me semble qu'il y a quelques années à peine, on en a fait nous-mêmes l'expérience, à un moment où on a eu tellement peur d'un virus, où on nous a fait tellement peur que nous avons tout arrêté, y compris arrêté de réfléchir, et que nous avons arrêté aussi, même nous les Français, de protester. C'est-à-dire que non, mais bon. C'est-à-dire que sur le papier, si on nous avait dit voilà ce qui va arriver, personne n'y aurait cru. Impossible. Mais quand on a peur à ce point-là, on arrête de réfléchir. Et donc, il y a une espèce de mainmise possible à ce moment-là des systèmes. Les Romains, pour ne prendre qu'eux, avaient réfléchi à d'autres choses. Je parle du pain et du cirque. C'est-à-dire que tant qu'on a à manger, on proteste moins. Et tant qu'on a de quoi se divertir, on proteste moins aussi. Là, je ne parle plus de Madeleine, je parle de TikTok.
qui rend nos enfants à moitié stupides, et pendant ce temps-là, ils ne réfléchissent pas. Donc c'est une assez bonne méthode. Et le pain, on voit bien qu'on est en train de se poser la question là-dessus. Ça allait de soi dans nos sociétés. Et puis, il y a des questions qui se reposent. Je pense aux supermarchés qui ont mis des antivols depuis 1 an à peu près sur des produits qui n'en avaient jamais eu, la viande. Parce qu'on n'arrive plus... il y a plein de gens dont le pouvoir d'achat est descendu au point qu'ils n'arrivent plus ou pas assez à acheter de la viande, donc ils la volent. Et Madeleine explique exactement la même chose à une autre époque, qui est le gibier qui est dans la forêt des maîtres, auquel on n'a pas droit. C'est-à-dire que c'est puni de mort à une époque d'aller chasser, d'aller prélever de la viande, puisque c'est de la viande sur pattes, dans la forêt des maîtres. Et finalement, voilà, on est sur des processus très très proches, il me semble. Donc toute la question que pose le livre, c'est quel événement est suffisant pour passer par-dessus la fatalité, par-dessus l'habitude, par-dessus la peur. Et également le thème de la servitude, du consentement et de la façon dont on consent à sa propre condition, tout en trouvant un ressort de l'existence de manière instinctive, presque animale, dans une chaleur instinctive. C'est là où se recréent les solidarités, dans la contemplation de la nature, dans l'attente du printemps, dans les premiers bourgeons que l'on guette, et en même temps cette nature qui domine, qui écrase, qui fait peur. C'est le rythme des saisons qui scande le livre, au-delà de la fresque sociale. On vous sait vivant et écrivant dans le Morvan. Combien ces paysages ont marqué peut-être l'écriture de ce livre et votre œuvre tout entière? Alors, le Morvan est quand même beaucoup plus agréable que la nature de ce roman-là. Mais nous avons intérêt à continuer à faire croire que c'est vraiment pourri, comme ça il n'y a pas beaucoup de monde. C'est un endroit excessivement tranquille, et puisque je l'évoquais tout à l'heure, je mets un nom dessus, même pendant le Covid, personne n'est venu dans le Morvan. Donc c'est un signe. Voilà, ça n'attire pas. C'est une région rude. Après, il faut prendre en compte la personnalité des auteurs qui fait que, je pense que vous le savez, les auteurs sont des menteurs. C'est-à-dire que nous enjolivons tout, nous démesurons tout. Et moi, il suffit qu'il y ait un coup de gel un matin du mois de mai, ce qui est arrivé il y a quelques années, pour que je fasse une grande famine. Donc voilà. Mais ça part de ça, effectivement. Un matin d'un mois de mai, il y a 3 ou 4 ans au moins, quelques matins, il y a eu des gelées qui ont brûlé toutes les fleurs des arbres fruitiers. Et je me souviens, en allant voir quelques jours après toutes ces fleurs qui étaient marron et flétries, je me souviens m'être dit, cette année, il n'y aura pas de cerises, il n'y aura pas de pêche, il n'y aura éventuellement même pas de pommes, pas de poires, rien. Et si ma vie en dépendait, à cet instant, je serais en train de me dire que l'hiver qui vient va être compliqué. Mais j'ai des solutions. En fait, j'ai des magasins. À côté de chez moi, il y a la mondialisation qui nous sauvera. Et puis, on peut faire des réserves. Et là, je pense à une époque où il n'y a pas de réserve. Les greniers d'abondance, ça n'existe pas encore. Je pense à un moment où, quand on a manqué le cycle de la nature, pas forcément de notre fait, mais il va falloir attendre le suivant. D'où effectivement cette espèce de lenteur et cette espèce d'angoisse, c'est-à-dire que quand le blé a gelé, il va falloir attendre la saison prochaine. Et on n'a pas de solution, on n'a pas d'alternative. C'est-à-dire que c'est le seul moment, il me semble, malgré tout, où l'homme est remis à sa place. Une petite place. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce paradoxe que nous avons, nous, aujourd'hui. C'est un double paradoxe. Le premier, c'est l'homme qui parle de l'homme et de la nature. Ce qui me pose toujours problème d'imaginer qu'il y a l'homme et la nature, puisqu'il me semble qu'il y a la nature et qu'à l'intérieur, il y a l'homme et le minéral et le végétal.
et l'animal, etc. Et donc on fait une erreur déjà là-dessus, puisque l'homme se pose en maître de la nature. Or, il me semble que les événements climatiques relativement récents que nous connaissons en France, en Europe, et auxquels nous n'étions pas habitués, nous montrent que quand ça se déchaîne, effectivement, notre place est toute relative. Et puis la deuxième chose sur laquelle moi j'aime remettre les choses en place, c'est sur notre vision de la nature extrêmement optimiste, extrêmement bienveillante. Et voilà, moi je vais plutôt du côté de ceux qui racontent à quel point la nature, si elle est généreuse, ne fait pas exprès. Elle ne le fait pas pour nous faire plaisir. Et quand certains d'entre nous vont faire des promenades en forêt, vont faire des bains de forêt, c'est à la mode, et embrasser les arbres, je ne suis pas sûre que l'arbre soit heureux qu'on lui fasse un bisou. Mais après, voilà, c'est pas une question de critiquer, c'est simplement une question de remettre les choses en place sur ce qu'est la nature, à mon sens. Voilà, la nature n'a pas de volonté, ni hostile, ni bienveillante. Et je pense que l'univers de Madeleine remet un peu tout ça en ordre. Et par le truchement de la littérature, vous évoquez des images très fortes, les pluies qui ravinent et qui emportent les premières semences, la nuit qui devient si anxieuse, et puis la soupe que l'on délie avec de la terre pour rassasier la faim. Est-ce que ce sont ces images qui ont le plus parlé au lecteur? Quelles sont les images qui ont été en miroir comme cela évoquées lors de vos rencontres et en particulier avec les lycéens? Qu'est-ce qui leur a parlé? Alors, les lycéens, parce que ce que vous avez dit, non, les lecteurs adultes ont parlé du froid et de la faim. J'ai des lecteurs qui m'ont dit être allés ouvrir la porte de leur frigidaire pour vérifier qu'il y avait encore à manger dedans. J'ai des lecteurs qui sont allés vérifier leur carnet de vaccination pour le tétanos. J'ai des lecteurs qui ont grelotté. Donc moi, j'adore ces lecteurs qui sont capables de vous faire confiance et de rentrer dans le livre, pas de manière uniquement intellectuelle. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des sensations. C'est ça que je cherche. Les jeunes lecteurs ont été un peu moins sensibles à ça. Et j'allais dire, c'est presque évident, mais les lycéens, ce sont des adolescents. Ce qui leur parle, c'est l'adolescence de Madeleine, c'est ce côté « nous découvrons que le monde est injuste et pour l'instant, nous ne sommes pas d'accord ». Ça viendra. Quand nous serons grands, raisonnables et que la vie nous aura appris, mais pour l'instant, on a envie de donner des coups de pied dedans. Et la révolte de Madeleine, la fureur de vivre de Madeleine les a touchés. Après, je n'en parlerai pas plus, mais le lien entre l'homme et l'animal, la relation homme-animal, les a aussi beaucoup touchés. Et puis sans doute une dernière chose à laquelle moi je n'avais pas pensé, puisque je parle de grand froid, et eux ont pensé dérèglement climatique. Donc aujourd'hui trop chaud, mais hier trop froid, et ils ont été plusieurs à me dire c'est la même chose pour nous. C'est la même chose. Mais voilà, ce qui a traversé beaucoup plus, c'est que les rencontres de lycéens que j'ai faites, ce sont des secondes, des premières, un tout petit peu de terminale, et des filières plutôt littéraires. Donc, j'ai rencontré 80% de lycéennes qui se sont identifiées à Madeleine et qui m'ont dit « moi, j'aimerais bien faire pareil ». Je ne veux pas savoir sur quoi, mais dans l'idée, je comprends bien, c'est avoir le courage de dire qu'on n'est pas d'accord, de dire que ça ne va pas et d'essayer de faire changer des choses, même toutes petites. Vous êtes aussi allé à la rencontre de détenus, à la faveur du prix Goncourt des détenus, et on évoquait ensemble, avant d'ouvrir ce débat, les émotions véhiculées par justement les sensations, les images, la fièvre de ce livre, chez ces personnes qui sont incarcérées depuis parfois des décennies, purgeant de longues peines. Qu'est-ce qui vous a marqué de ces rencontres et qu'est-ce qui les a marqués de votre livre ? Ce qui les a marqués, c'est un petit peu la même chose, mais je dirais ils se sont focalisés, ils ont été très sensibles
à une chose en particulier qui me paraissait loin de ce que j'aurais imaginé, qui sont les liens familiaux dans Madeleine. Il y a beaucoup, la place de la famille est primordiale. On est dans un monde de ténèbres. Et dans ce monde de ténèbres, peut-être ce qui donne la force de se relever chaque fois, c'est le fait que quelque part, il reste quelqu'un qu'on aime et il reste quelqu'un qui nous aime. C'est de l'ordre de la famille ici. Et en fait, ces détenus, effectivement, j'ai rencontré un certain nombre de longues peines, donc entre 10 et 25 ans d'incarcération. Essentiellement des hommes. Vous savez que 90% des prisonniers en France sont des prisonniers, et non pas des prisonnières, mais des groupes mixtes aussi. Et en fait, ces gens vous expliquent qu'ils sont passés à côté de la famille. Pour beaucoup, ils ont été incarcérés jeunes, et alors qu'ils ont déjà un enfant ou deux, tout petits. Et c'est ça qu'ils sont en train de manquer. C'est-à-dire qu'ils vont ressortir et ces enfants soit ne les connaissent plus, soit sont devenus eux-mêmes adultes ou jeunes adultes. Et tout ce que Madeleine décrit de la force des familles, du fait que quand il y en a un qui tombe, il y en a un juste à côté pour le relever, et ils se disent « mais moi, j'étais pas là ». Et personne n'était là pour moi, bien évidemment, dans l'autre sens, et je suis passé à côté de ça. Et cette problématique de la force familiale, de la force que ça peut donner, ils ont la conscience aiguë de l'avoir manqué, et ça a donné des moments extrêmement émouvants. Alors, le public aixois vous est fidèle, et vous avez souhaité échanger directement un dialogue avec lui. On vous invite, si vous avez cette volonté, à poser des questions directement à Sandrine Colette. Un micro va vous être apporté. N'hésitez pas à lever la main. Vous ne vous y attendiez pas, hein. Un effet de surprise. C'est un peu comme une interro scolaire où tout le monde baisse la tête. Alors, le temps que vous y réfléchissiez, peut-être une question sur le thème auquel nous invite Paul Constant. Paul Constant qui nous invite à la réflexion autour de ce thème, l'écrivain, l'éditeur et le lecteur. Quelle est votre relation aux éditions Lattès, à votre éditrice, sous le regard duquel vous parlez? C'est bien de mon éditrice est dans la salle. Mais cela n'empêche, parce qu'elle me connaît bien maintenant, donc elle se méfie à cet instant. Alors, je dirais que du côté de l'édition, j'ai toujours eu de la chance, au sens où, quand j'ai envoyé mon premier manuscrit, j'ai été appelée la semaine qui a suivi pour me dire on va le publier. C'est de la chance. Quand j'ai changé d'éditeur il y a quelques années pour rejoindre les éditions Lattès, j'ai eu de la chance aussi de tomber sur une équipe qui est absolument formidable. C'est-à-dire passionnée, respectueuse, et même avec de l'humour, parce qu'il en faut un peu avec moi. Donc j'ai une relation... Quand j'entends parfois parler d'autres auteurs qui est anormalement exceptionnelle, je dirais, c'est-à-dire une relation de confiance, c'est-à-dire qu'à la fois j'ai confiance dans le fait, je leur ai fait promettre que si un texte, on ne sait pas, hein, si j'envoie un jour un texte qui est mauvais, qu'on me le dise, plutôt que de publier quelque chose dont nous aurions honte les uns et les autres sans nous le dire. Donc voilà, il y a cette confiance dedans, et il y a la confiance que quand j'envoie mon texte, après les remarques et après les corrections que je vais faire, le texte qui sort, le Madeleine que vous avez dans les mains, est infiniment meilleur que celui que j'avais envoyé au départ. Et tout se fait dans une sorte de concertation. Je pense par exemple au titre, qui n'était pas mon titre de départ. Et vous savez, il y a quand même une différence entre l'auteur et l'éditeur, qui est que l'auteur a une espèce d'idéal esthétique et l'éditeur a aussi envie de vendre le livre. Et donc, quand vous proposez... pour ma part, quand je propose un titre, il est très souvent, à mon avis, poétique, il reflète quelque chose de cela.
Et l'éditeur arrive derrière en vous disant « Alors, le livre va être formidable, mais ton titre, c'est nul ». Et en fait, vous cherchez un beau titre, l'éditeur cherche un titre sexy. Quand je dis sexy, c'est un raccourci. C'est-à-dire qu'au moment où 500 romans sortent dans la même quinzaine en septembre, sur une table de libraire, qu'est-ce qui fait que vous tous allez venir regarder celui-ci plutôt qu'un autre? La couverture, la photo et le titre. Et ensuite, on regarde la quatrième. Enfin, voilà. Alors, évidemment, on fait des études sur tout, donc on a un peu des idées, et notamment le fait que si on veut que plus de lecteurs que la normale viennent regarder un livre, il faut mettre un petit chat en couverture. Je n'ai pas de petit chat. Vous avez un cerf. Oui, j'ai un très joli chevreuil. Un chevreuil. J'ai un joli chevreuil dessiné en dessous, mais effectivement, une de mes éditrices m'a fait remarquer assez justement que s'il fallait mettre un chat en couverture, ça serait un chat noir pendu à une grange et que ça ne serait pas très vendeur. Donc, exit le petit chat en couverture, il reste à trouver un beau titre et une belle photo, bien sûr. Et c'est dans la discussion avec l'éditeur, je pense qu'on trouve le plus beau titre, c'est-à-dire qu'on se lance à bâton rompu dedans et chacun y va de son imagination et puis de la perception que nous avons eue les uns les autres de ce roman-là. Et on arrive ensemble à faire, à mon avis, des titres magnifiques comme Madeleine avant l'aube, auxquels je n'aurais jamais pensé et qui ne peut pas mieux refléter, il me semble, en 3 mots, 4 avec le L apostrophe, le cœur de ce roman-là. Donc, je dirais que voilà, la confiance avec l'éditeur, et si on ne l'a pas, c'est qu'on a mal choisi. Il y a le choix du bandeau également, avec cette photo très contemporaine qui rend encore plus sensible, encore plus présente cette Madeleine. Alors, oui, contemporaine. Alors, effectivement, c'était un petit peu le bandeau d'origine, qui n'existe plus, puisque maintenant il y a un bandeau rouge de prix. C'est un portrait de Madeleine, un portrait de petite fille, une photo d'aujourd'hui. Et nous savons bien, notamment, qu'elle a les cheveux trop propres, qui volent dans le vent un petit peu. Mais, si vous voulez, juste pour coller à l'histoire, on n'a pas imaginé à un moment mettre une petite gamine avec les cheveux gras, crasseux. Donc elle a déjà quelques traces de terre sur le visage. Et c'est pareil, c'est un travail de l'éditeur d'essayer d'imaginer en une photo, c'est quand même une gageure, le cœur de Madeleine. Est-ce qu'on met la ferme? Est-ce qu'on met les montées? Est-ce qu'on met le maître? Est-ce qu'on met Madeleine ou un paysage? Donc Madeleine, on était assez d'accord, puisque c'est vraiment l'héroïne, même si elle n'arrive pas tout de suite. Et puis, il y a des shootings qui sont faits. Et on choisit une photo parmi d'autres. Et il me semble que cette petite fille, qui dans la vie réelle doit avoir un sacré caractère, collait parfaitement au livre de Madeleine. Alors évidemment, en faisant ça, nous savons aussi que nous avons imposé une image et que parfois le lecteur aime se faire lui-même toutes les images, inventer les personnages, les faire selon ses représentations. Là, le visage de Madeleine est là, effectivement, mais je pense qu'il est tellement fidèle que ça valait la peine de le mettre en avant. Eh bien, c'est à vous, à présent, de faire part de vos représentations de cette héroïne. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Madame, un micro arrive. Attendez que le micro arrive. Merci. J'ai beaucoup aimé vos livres, parce que je dis vos livres, j'en ai lu 2. Mais j'aime beaucoup votre écriture. J'ai lu aussi... On était des loups. On était des loups, et je suis frappée dans les 2 livres par le côté
le côté aride, le côté dur, le côté... C'est pas drôle, vos livres. Vos livres ne sont pas drôles du tout. Et je pense particulièrement On était des loups, cette histoire de cet homme au milieu de ses enfants dans la forêt affreuse. Mais c'est une très belle histoire de filiation aussi. C'est très beau. Je voulais simplement vous poser la question, est-ce que, bon, je n'ai pas lu d'autres livres, est-ce que tous vos livres sont dans cette perspective ou est-ce que vous avez envie d'écrire des choses plus légères? Voilà, c'est tout. Je traduis. Est-ce que tous vos livres sont aussi affreux? Oui. Non. Oui. Alors oui, ben merci de le dire comme ça. Alors on est peut-être embarqué de la façon, vous savez, dont on dit que quand on montrait sur les foires, il y a quelques centaines d'années, les monstres, les femmes à barbe, les Elephant Man, par exemple, les gens ne peuvent pas s'empêcher, on ne peut pas s'empêcher de regarder quand c'est monstrueux. Et il y a peut-être quelque chose de ça à l'intérieur. Mais pour répondre à votre question, ils sont tous durs, et je dirais même que les deux derniers, qui sont ceux que vous avez lus, sont les plus lumineux. Mes lecteurs du tout début me disent parfois que je me suis ramollie avec l'âge. Donc je nuance, c'est exprès. C'est exprès parce que effectivement, j'ai commencé avec cette vision sans nuance de la littérature, je dirais, noire ou sombre. Et donc je me suis j'ai pris ça au mot en me disant c'est noir, c'est noir. Et je me suis rendu compte petit à petit, parce que ça nous fait du bien aussi, que dans un monde de ténèbres, Madeleine est un monde de ténèbres, je suis assez d'accord, quand vous mettez des petits points de lumière, finalement c'est ce qui attire l'œil. C'est-à-dire que, imaginez, mon point de vue est celui-ci. Si j'allume une petite bougie que je viens vous montrer, un jour dehors à Aix, de grand soleil et de grand ciel bleu. Mais en fait, cette petite bougie, vous ne la voyez pas. Si je vous la montre un jour d'orage ou un jour où il fait nuit, enfin, donc pas un jour, une nuit, en plein ténèbres, cette toute petite flamme, vous n'allez voir qu'elle. Et c'est ça qui m'intéresse à travers mes romans, c'est mettre en scène de la noirceur pour qu'on voit la moindre lumière. Et c'est vrai, vous avez raison de dire que ce sont des livres durs, mais ma façon de les présenter, ça serait de dire ce ne sont pas des romans noirs, ce sont des romans de résilience. Et je mets de la noirceur uniquement pour qu'on aille voir où elle salue, comment elle salue, à quel prix, d'accord? Mais finalement, c'est ce salut-là qui m'intéresse. Si vous allez lire les autres, vous ne trouverez pas matière à rire non plus, je suis navrée. Il y a des auteurs qui font ça très bien. Alors, j'ai forcément les projets de continuer à écrire, mais pas du feel good, et pas de romance. Donc, je crains que ça soit dans la même veine. Peut-être peut-on vous demander de lire cet incipit pour que l'on entende cette lueur dont vous parlez. Alors, c'est pas franchement une lueur. Alors, donc si j'écoute et qu'on me dit les derniers mots, c'est va vite, dis-lui que c'est grave. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment ces derniers mots-là qu'il fallait lire pour vous prouver que c'était un roman de lumière et un roman d'espoir, mais pourtant si. En fait, je dirais que c'est un univers extrêmement rude dans lequel plein de choses apparaissent comme des bribes poétiques, des bribes de répit, tout petit répit. Et pourtant, vous tenez à ce que je lise le début de cette chose. C'est important qu'on entende votre voix. D'accord. 10 lignes, ça ira vite. La terre frémit sous leurs pas lourds. Ils se hâtent de cette lenteur presque hypnotique des grands corps épuisés après une journée de labeur, interrompue bien avant l'heure, quand l'enfant est venu. Et ils vont côte à côte, l'homme et le cheval, puant l'un et l'autre la sueur séchée sur leur peau rugueuse. Le premier essuie la poussière qui fait du gris sur son front et l'autre secoue la tête pour se débarrasser des mouches. L'enfant marche devant.
se retourne pour les attendre. Il ne dit rien, mais tout dans son attitude trahit son impatience. Il aimerait qu'il se presse, que l'homme que l'on appelle Eugène Lefort soit aussi rapide que le vent. Il voudrait que le puissant cheval s'élance et se jette et les emmène sur son dos, parce que là-bas, à Hélice, où est-ce Ambre, il ne sait pas. Il lui a répété d'une voix de terre, « Va vite, dis-lui que c'est grave. » Ça donne envie. Merci à vous. Peut-être une autre question ? Madame ? D'abord, merci beaucoup. Je dois dire que je n'ai pas lu votre livre. Il est sur ma table de chevet, mais j'ai envie de le lire, malgré le manque de lueur. Mais c'est pour rebondir sur le problème du titre. J'aimerais bien savoir quel était le titre que vous auriez proposé, que vous aviez pensé proposer au début. Parce que je crois que c'est très important de savoir ce que le premier jet aurait été. C'est un titre parce que j'ai besoin de travailler avec un titre, même provisoire, qui, à mon avis, synthétise tout ce que j'ai envie de dire à l'intérieur. Ensuite, je vais vous le donner. Je me suis rendu compte que ce titre était trop vague ou trop restrictif. C'est paradoxal, et pourtant, en tout cas, moins parlant que celui que nous avons choisi finalement, et simplement parce que c'était le titre du premier élan. Le premier élan, c'était le décor. Le décor, comme je vous l'ai dit, c'est le grand froid, la grande famine. Et donc, le titre d'origine était le grand hiver. Voilà. Le grand hiver fait référence à une année en France qui est 1709, un hiver durant lequel une personne sur 10 meurt en France de faim, à cause du gel des récoltes, du pourrissement des récoltes, du gel des récoltes à nouveau. J'avais lu par hasard un article, puis je suis allée chercher un peu plus loin des travaux d'historiens sur non pas ce que la grande histoire a retenu de cette période-là, mais ce que dans la grande histoire nous pouvons aller chercher de la petite histoire. Et celle-là nous est rendue en particulier à cette époque-là par les curés de campagne, les archives des curés de campagne qui ont noté, qui ont marqué ce qui s'était passé dans les villages, ce que les gens avaient été prêts à faire, comment on avait fait face et pas fait face, effectivement. Et donc j'étais vraiment imbibée de ce grand hiver et je lui avais donné mon titre de travail. Une autre question, madame ? Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que vous écrivez soit à la troisième personne, soit en jeu, JE. Est-ce que c'est quelque chose qui s'impose à vous tout au début, dès que vous avez l'idée du livre, ou est-ce que ça vient dans un deuxième temps ? Est-ce que voilà, c'est une question qui m'intéresse. Je dirais d'une façon générale que moi, l'écriture vient vraiment dans un second temps. C'est-à-dire que je passe plusieurs mois à imaginer, à inventer l'histoire, à la construire dans ma tête, à prendre quelques notes et à m'interdire de l'écrire, parce qu'il m'est arrivé trop de fois de commencer à écrire un livre sur une idée formidable. Donc je me lance dedans à corps perdu. J'écris 20 pages, j'écris 30 pages absolument sublimes, et au bout de 30 pages, j'ai écrit le livre le plus court du monde parce que je n'ai plus rien à dire. Donc voilà, j'ai cette méthode, je n'écris pas. C'est-à-dire, je construis d'abord le livre, ce qui fait qu'au moment où je l'écris, il y a déjà vraiment... Enfin, l'histoire existe, et il y a sans doute une maturité, une maturation qui s'est faite, et qui fait, ça a l'air facile quand je vous dis ça, et ça a l'air un peu magique, ça tient un petit peu de ça, que l'écriture s'ajuste d'elle-même à l'histoire que ça raconte. Et donc, je ne réfléchis pas tellement. Je sais que ça doit venir de l'intérieur ou pas, ou je le sais au bout de 10 pages. Ça m'est arrivé de revenir en arrière pour On était des loups, par exemple, que j'avais commencé à écrire à la troisième personne, en me rendant compte au bout de 10 ou 20 pages que écrire à la troisième personne de manière très classique, alors qu'on est dans la tête d'un chasseur qui vient de perdre sa femme dans des conditions terribles,
j'étais en train de passer à côté de l'histoire et que donc il fallait revenir à la première personne pour rentrer dans sa tête, dans ses émotions, etc. Mais je dirais que voilà, il y a quelque chose dans l'histoire qui vous dit que celle-ci doit être écrite au passé ou au présent ou à la première personne ou à la troisième, d'un point de vue linéaire ou d'un roman choral à plusieurs personnages. Je dirais que ça se fait tout seul. Et je suis d'accord que ce n'est pas très... comment dire, ça ne vous apprend pas grand-chose. Je veux dire, ça ne vous aide pas beaucoup à comprendre, puisque je vous dis, c'est comme une idée. Une idée, ça vous tombe du ciel, vraiment. C'est-à-dire que, enfin, pour ma part, une idée de livre vient, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, j'ai pas envie d'écrire sur le grand hiver. Mais un jour, je lis un article sur le grand hiver, alors que ça ne m'intéresse absolument pas et que c'est une période que je ne connais absolument plus, que j'ai oubliée. Et je me dis, mais oui, l'écriture, c'est pareil, ça vient. Peut-être une dernière question ? Oui, monsieur ? Attends un instant, le micro arrive. Merci. Je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai eue moi-même, étant jeune, enfin jeune, pas très jeune à l'époque, mais un jeune écrivain. Je sais que j'avais lu que Gallimard recevait à peu près 3 à 4 000 manuscrits par an. Et que sur ces 3 à 4 000, il en éditait réellement, il en retenait réellement que 3 ou 4, ce qui fait un rapport de 1 livre sur 1000 qui peut être retenu de la part de jeunes, de nouveaux écrivains. Et donc je me suis trouvé en concurrence avec 4000 autres écrivains et j'ai décidé j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose d'assez extraordinaire. Donc j'ai édité mon livre, les 4000 écrivains envoient un manuscrit qui est sur une page blanche avec de l'encre noire. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose, ça peut être quelque chose à faire dans ce domaine. Et donc j'ai imprimé mon roman sur une page de couleur, avec une encre noire, mais sur une page de couleur. Donc, c'était le seul, probablement le seul roman qui arrivait comme ça chez Gallimard. Et puis ensuite, j'avais vu qu'un éditeur, pour rentabiliser un jeune auteur, il faut que ce jeune auteur soit capable d'écrire un deuxième roman qui a un certain succès, un troisième roman, etc. Donc je me suis empressé, j'avais beaucoup travaillé sur le premier roman, mais Peut-être, monsieur, peut-on laisser Sandrine Colette parler ? Oui, pardon. Vous avez une question pour Sandrine Colette ? Oui, non, pas spécialement. C'est sur le rapport effectivement entre un écrivain et l'éditeur. Et je termine. Donc, comme il faut probablement être capable d'avoir un deuxième roman intéressant, eh bien, j'en ai écrit un deuxième roman en vitesse. J'avais beaucoup travaillé sur le premier, mais j'ai écrit le deuxième roman en vitesse. Et que pensez-vous qu'il est arrivé ? Eh bien, j'ai jamais été édité. Mais il y a aussi plein de gens qui ont des couvertures avec des petits chats et qui ne sont pas édités. D'où je pense... Il y a beaucoup de gens qui me disent toujours, pour être édité, il faut du talent. Et moi, j'ai tendance à ajouter systématiquement qu'il faut de la chance. Et ça, la chance, personne ne la maîtrise. Et je m'explique. Un roman arrive sur le bureau d'un éditeur qui va l'aimer ou qui ne va pas l'aimer. Si c'était arrivé sur le bureau de l'éditeur d'à côté, à 3 mètres, la décision aurait pu être différente. Et parfois, il y a des comités pour mettre en commun, mais parfois, on fait le tri juste avant, ce qui fait que ce n'est pas que le roman soit bon ou pas bon, simplement on a de la chance ou on n'a pas de chance. Je vous rappelle même que Harry Potter a été refusé dans plus de 10 maisons d'édition avant d'être publié. Avec le succès planétaire qu'on sait, ça donne une idée du caractère aléatoire de l'édition et je maintiens, de la chance. Et votre chance est double, puisque vous avez eu aussi un prix parmi les plus démocratiques, le prix Goncourt des lycéens. Sandrine Colette, vous signez votre livre à la sortie de l'amphithéâtre, et je crois que vous serez là aussi demain, place de l'Hôtel de Ville, demain matin, pour signer et aller à la rencontre des lecteurs. Merci infiniment de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses.